Salut à toutes et à tous et bienvenue dans Culture T, votre émission entièrement dédiée, dévouée, consacrée à vos villes, à vos territoires à travers vos artistes. Cette semaine, je vous emmène avec toute mon équipe en Savoie à travers 3 stations. Val d'Isère, où on va tourner tous nos plateaux, Val Thorens et Courchevel. Vous allez découvrir un panel très large, très hétéroclite, comme j'aime le faire, d'artistes vraiment très différents. C'est parti, bonne émission! En Savoie, la vie des stations de ski alterne entre nouveaux établissements et établissements historiques. C'est dans l'un d'entre eux, à Courchevel, qu'on va se rendre, le Chabichou. Michel Rochdy en est son propriétaire et son chef doublement étoilé. Il nous parle de son amour pour la montagne et pour la gastronomie. Le Chabichou, c'est ce grand hôtel blanc qui domine Courchevel. Une histoire familiale comme on aime les savourer dans une station devenue multinationale du luxe. Sachez une chose, puisqu'on traverse des temps difficiles, que les gens auront de plus en plus besoin de trouver du sourire dans ce qu'ils voient. Michel Rochdy est la figure incontournable de ce navire du bien-être. 2 étoiles au Michelin, Michel aime se rappeler de son enfance où l'amour de la gastronomie a débuté. Je dis avec un petit peu d'humour que je suis tombé dans la marmite comme Obélix. Et moi, en l'occurrence, c'était dans la marmite d'écrevisse à l'américaine. C'était une grosse topine. Ma maman, qui était une cuisinière émérite, parce qu'il tenait mes parents un restaurant en Ardèche à Saint-Agrève, que ma sœur a repris, l'Auberge des Cévennes. Et je sais que pour avoir vu, elle me tenait comme l'enfant Jésus et j'ai été élevé aux effluves de ces écrevisses qu'on pêchait dans les ruisseaux à cette époque-là. Et à l'américaine, c'est toute une saveur. Puis tout ce qui s'est dégagé du fourneau, vraiment, j'ai ce souvenir avec beaucoup d'acuité. C'est une passion que j'ai attrapée tout petit de mes parents, le plaisir de donner, de rendre heureux les gens. Je ne sais pas si je peux vous raconter une anecdote. Tout petit, j'avais 8 ans, c'était pendant la guerre et il y avait des personnes réfugiées dans ma Haute-Ardèche et j'étais censé comme mission d'aller donner dans des seaux à lait, vous savez, en fer blanc, mais c'était pas du lait, c'était de la soupe. Et je la transportais dans les granges où je voyais ces personnes et j'étais heureux de leur apporter ce sentiment qu'on s'occupait d'eux. Et en même temps, il y avait plus que la nourriture, c'est cette chaleur du cœur, vous voyez, que l'on donne. Michel arrive avec sa femme au Petit Chabichou dans les années 60. Depuis, c'est une histoire familiale qui se prolonge avec ses enfants et petits-enfants. Quand j'ai été libéré de la guerre d'Algérie, j'ai eu besoin de changer d'air et le hasard a voulu que je finisse la saison au restaurant à l'hôtel Les Cimes Blanches à Morion. L'année d'après, le patron, ils sont venus me chercher, c'est là que j'ai rencontré mon épouse et je devais reprendre l'auberge de mes parents, j'étais l'aîné dans Saint-Agrève. Et un jour, j'avais dit à mon copain Gaston Bonnefoy, taxi, si tu me trouves quelque chose, on est bien ici avec là. Et un jour, il m'a emmené dans le Petit Chabichou, qui avait 9 chambres, dont 4 mansardées, mais que nous appelions pigeonniers d'amour. Et j'ai dit à mon épouse, ben, c'est pour nous. Le Chabichou, c'est une philosophie créée et donner du bonheur, travailler simplement, mais toujours et encore vers l'excellence. Vous savez, je ne l'ai pas écrit sur le fond de ma cuisine, là, mais je dis souvent, quand je fais mes briefings, ce que Kurnonski disait aux cuisiniers du siècle dernier, il leur disait « faites simple, vous risquez de faire bon ». Et ça, c'est une grande leçon d'humilité et toujours une recherche des produits et de mettre en valeur aussi les artisans. Depuis 25 ans, Michel Rochdy est accompagné du meilleur ouvrier de France, Stéphane Buron. Une partition à 4 mains pour un concerto de saveur à 2000 mètres. Le Chabichou reste à part à Courchevel.
Vous aimez la montagne, la neige, les cimes, vous aimez les belles légendes. Je vous propose un ouvrage superbe aux éditions du Lombard, Féerie des cimes. Il est signé Michel Rodrigue et David Pellet. All set? Let's go. L'idée au départ, c'est on a un personnage central qui est Migrit, qui est une sorte de lutin qui a des origines franco-écossaises. C'est un petit clin d'œil à l'Écosse, qui est un pays maintenant qui est devenu mon second pays. Et Migrit élabore à l'intention de ses congénères un guide, une sorte de petit guide du routard ou guide vert, et avec voilà, les légendes, les monstres, les personnages légendaires. Et donc Migrit part à la découverte des montagnes de France, donc des Vosges, Jura, les Alpes, les Pyrénées. On termine avec le Massif central. Bon, les univers fantastiques sont des univers que j'affectionne depuis toujours au niveau graphique. Quelque part, mélanger la passion de la montagne et la passion des créatures fantastiques, c'était la petite alchimie qui allait bien. Et surtout, ça n'a pas été très compliqué puisque bon, les techniques graphiques restent les mêmes. On les mélange et on se fait plaisir. L'important, c'est toujours de se faire plaisir. Et là, sur cet album, c'était tout ce que j'aime en fait. Dans le dessin et dans la nature et dans les créatures. En fait, je fais une composition dans le rough où la créature est mise en avant, est mise en scène à l'intérieur d'un décor. Et je choisis un décor en fonction de la créature parce qu'on va être soit dans l'eau, soit dans la roche, soit dans les forêts, etc., etc. Donc oui, dans la mise en scène et la composition, dès le départ, j'intègre les créatures dans le décor. Ce qui est étonnant quand on lit les contes et légendes des montagnes, c'est que c'est très adapté à la topographie des lieux, à la flore. De même que lorsque plus vous montez en altitude, la flore se raréfie, les arbres se raréfient et les animaux deviennent plus particuliers. Vous avez la même chose avec les personnages des légendes. Hein. Là, la montagne, ce sont des grands espaces, c'est des cavernes, des sommets. Il y a une géologie, une géomorphie qui s'y adapte. Et c'est vrai que quand on a un dragon gigantesque, il se cache plus facilement dans une montagne que dans une ville. Forcément, ouais. C'est plus adapté. Nous sommes désormais à l'hôtel Le Savoie. C'est l'une des plus anciennes institutions ici à Val d'Isère. L'hôtel est né en 1937 et il est toujours resté une histoire familiale perpétuée par Jean-Baptiste et Alexandre. Nous avons eu la chance de rencontrer dans cet hôtel deux jeunes artistes contemporains savoyards, Florian Marco et Sandrine Orizio. All set? Let's go. Sandrine Orizio est originaire de Méribel. Touchée dans son enfance par une rencontre artistique avec la designer Charlotte Perriand, elle y découvrit l'art asiatique qu'elle développa lors de nombreux voyages. Une influence qui lui reste encore aujourd'hui. Dans les premiers tableaux, je ne suis pas certaine qu'il y avait cette idée-là, mais j'avais déjà une sensibilité par rapport à l'art, ce qu'on appelle l'art asiatique. C'est des principes d'équilibre. Souvent, quand on lit la philosophie chinoise ou qu'on essaye de comprendre la pensée asiatique, ils parlent toujours du plein, du vide, de cet équilibre. Voilà, donc en fait, c'est ce que j'essaye de mettre en place à chaque fois que je peins. Hier, peintre sur toile, Sandrine Orizio a souhaité donner un nouveau chemin à sa peinture en travaillant la laque sur aluminium. Effectivement, quand on fait de la laque, il y a un côté manuel. C'est presque de l'artisanat, donc les deux sont mélangés.
En fait, dès que je commence un tableau, c'est la peinture, c'est la couleur qui va me faire parler, donc en abstrait. Et ensuite, j'ai besoin d'avoir un côté manuel pour étoffer ma peinture. Ma peinture toute seule, j'invente rien, le discours il est pas assez profond. Le fait de mettre de la matière dessus, ça va donner esthétiquement, il va avoir quelque chose, il va avoir une brillance. Du coup, l'œil, le regardeur, il va pas vibrer de la même façon. Enfin, j'espère en tout cas qu'il vibrera pas, qu'il va avoir des émotions. C'est le but. Florian Marco est un enfant du Bourg-Saint-Maurice. La peinture est venue à lui par cette volonté tenace de s'exprimer à travers la toile. D'un croquis, il se laisse guider au hasard de ses outils. Je fais des petits croquis qui sont vraiment des schémas, ça n'a aucune valeur esthétique. Et ensuite, en fait, je définis un projet dans lequel la toile elle va se trouver sa place. Et une fois que je prends la toile, que j'ai déterminé les dimensions, que j'ai choisi mes outils, et bien là c'est un travail qui est purement instinctif. Mais j'ai tout de même dans la tête ce petit schéma que j'ai fait au préalable. Ça peut être un ou plusieurs schémas, un ou plusieurs dessins qui me servent de guide. Parmi ses influences, le mouvement romantique qui enchanta la peinture européenne du 19e siècle. Alors il y a certainement un élan dans l'action de peindre, oui, il y a un élan qui peut avoir ses sources dans l'esprit romantique. Mais en fait, je ne cherche pas du tout à parler de moi dans mon travail et je suis complètement détaché de la charge émotionnelle du tableau. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ce que le tableau peut provoquer chez celui qui le regarde. On quitte quelques instants cet hôtel de Savoie, la station de Val d'Isère, direction Val Thorens pour y rencontrer l'un des chefs doublement étoilés les plus doués de sa génération, Jean Sulpice. Jean, on est ici à Val Thorens. Tu n'es pas originaire de Val Thorens. Comment tu es arrivé ici à plus de 2000 mètres pour ouvrir un restaurant? Je suis arrivé complètement par hasard donc en 2002, suite après un joli parcours passé chez des grands chefs dont Marc Vera. Et avec mon épouse Magali, on nous a appelés justement pour ouvrir un restaurant gastronomique qui a plus de 2300 mètres d'altitude. Et quand on est venu se présenter et visiter, on a eu le coup de cœur sur cette station et surtout sur le défi de porter haut et fort la gastronomie à 2300 mètres d'altitude. Alors, ce qui est étonnant, c'est que les gens skient, s'arrêtent à ton restaurant, viennent déjeuner. On n'avait pas du tout cette image du ski à travers une gastronomie. C'est vrai qu'on a l'habitude, et c'est souvent un bon moment, une bonne tartiflette, une bonne raclette, mais on ne savait pas que les grands chefs, justement, petit à petit, se sont installés, notamment pas forcément aussi haut, mais dans les stations. Quand je suis arrivé à Val Thorens, je voulais faire voir les produits d'une manière différente. C'est comme récemment, j'ai imaginé une recette qui est ma mousse de Beaufort, et j'ai voulu mettre justement dans cette recette de mousse de Beaufort, c'est de sublimer ce produit qui est magnifique, et j'ai fait une seule chose, c'est de l'observer, ce produit, dans quel environnement et pourquoi il est aussi subtil et il est aussi reconnu. C'est grâce à l'alpage, grâce à son terroir. Et donc ce fromage, je l'ai transformé en mousse très aérienne, très léger. On peut l'imaginer avec un dôme ou un dôme de montagne. Et dessus, j'ai fait uniquement de mettre les herbes et les fleurs qui font la typicité de ce fromage. Bon Jean, on va se retrouver dans tes cuisines. On va évoquer bien sûr un très beau livre aux éditions Glénat, D'un hiver à l'autre, où on retrouve tes recettes. Oui, sur ce livre-là, D'un hiver à l'autre, on voulait vraiment justement présenter ma cuisine, mais aussi faire voir un peu mon environnement, parce que c'est important de faire voir son environnement, un environnement qui n'est pas commun. Et on a fait un ouvrage qui me ressemble, qui est posé, et avec mes nouvelles recettes, et puis des recettes aussi phares, signature,
aventures qui ont fait que je suis là aujourd'hui et qui feront aussi que je serai encore là demain. Bon, on va aller voir ça en cuisine alors. Allez, on va s'amuser un petit peu. Ouais. Donc alors, Elle mange juste pas d'agneau, pas de mouton et les huîtres frites. C'est déjà une première fois. Première fois, oui, tout à fait. Châtaigne, huître, Saint-Jacques, turbo, français, Oui, riz de veau très bien. et pommes. Frites et pommes. Merci, chef. très bien. Alors, comment ça se passe là? Ça se passe bien. À 2003, ça se passe comme ça. Jean, Moteur, ça tourne. Jean, c'est le cœur nucléaire ici de ce qu'est la gastronomie. C'est les grands moments de plaisir, de stress, de vie. C'est le coup de feu, c'est ça? Non, justement, là, on rentre dans l'une des périodes qui est le moment le meilleur de la journée. C'est-à-dire qu'on a 2 services dans la journée, un service du déjeuner et un service du dîner. Et bah, c'est une mise en place, c'est du travail pour se mettre en place, pour prendre plaisir justement à se concentrer sur les assaisonnements, sur les cuissons et à dresser les assiettes. Et c'est ça que justement aussi que j'ai apprécié dans ce métier-là, c'est ce rythme de travail, ce rythme de service où, vous voyez, on est comme tous des fourmis avec des petites mains de partout, tout pour faire ça, pour faire une assiette, pour mettre beaucoup d'intention dans une assiette, c'est la magie de notre métier, ça. Et être chef, c'est être attentionnel à la fois évidemment sur ce qu'on crée dans l'assiette, puis pour toute l'équipe aussi, sa brigade. Oui, bah, le rôle du chef, c'est de transmettre sa passion, de transmettre son savoir-faire, de surveiller que ce que je veux justement représenter de ma cuisine soit réalisé du mieux possible. Et puis voilà, on est une équipe, c'est comme si on était sur un terrain de football pour marquer des buts, sauf que nous, on ne marque pas des buts, on transmet du plaisir, on transmet du bonheur, on fait saliver nos clients. Et voilà, regardez, on est tous épanouis, on se fait plaisir. Et c'est sympa, c'est un très bon stress, c'est une très bonne pression. Alors tu m'as pas dit, est-ce que tu as toi une saveur vraiment que tu apprécies énormément, pour laquelle tu pourrais faire des kilomètres vraiment? Non, moi c'est vrai que je suis... j'apprécie beaucoup la subtilité, j'apprécie des choses qui me réveillent des souvenirs d'enfance. La cuisine, c'est du souvenir, c'est de l'émotion, c'est des rencontres avec un producteur ou avec un produit. Justement, je l'explique tout ça dans le livre, comment j'ai fait pour créer ces recettes. Pourquoi on a associé, par exemple, l'oxalis avec une gelée de concombre, avec de la fer à fumer. Tout ça est expliqué. Je veux dire, on cuisine. Il y a toujours un fil conducteur dans la cuisine. Et ça, c'est très important. Allez, on enlève s'il vous plaît. Pour la table 6, c'est déjà parti? Ah ouais. La façon dont tu cuisinais il y a 10 ans, est-ce que tu espères dans 10 ans? Qu'est-ce que ça va être en fait? En fait, ce que je m'aperçois, c'est que plus je mûris dans mon métier, je me concentre de plus en plus à l'essentiel, c'est-à-dire que c'est le produit, de sublimer le produit, de respecter le produit et de ne pas divulguer dans tout ça. Dans ma cuisine, quand je crée mes plats, c'est 3 saveurs maximum, c'est pas 4, c'est pas 6, c'est 3, c'est pas 2, c'est 3. Et pourquoi? Parce qu'il doit y avoir une harmonie dans la bouche, et si on a trop de saveurs dans la bouche et qu'il n'y a pas l'équilibre des saveurs, et le palais, à un moment donné, s'éparpille, se perd. Et on ne va pas justement à l'essentiel. L'essentiel, c'est de mettre en valeur le produit. Merci à toi, Jean. Merci à vous et puis prenez plaisir à nous voir cuisiner. Exactement. La Savoie est riche de sa gastronomie, mais elle a dû s'adapter à une clientèle de plus en plus internationale. Direction Courchevel, hôtel Le Strato, rencontre avec un chef doublement étoilé, Sylvestre Waïd. Je ne remercierai jamais assez la Légion étrangère d'avoir employé mon père, parce qu'il était gérant des messes des officiers à Castelnaudary. Et une fois, pendant les vacances, plutôt que de rester à la maison sans rien faire, mon père m'avait dit tu vas venir avec moi, tu vas rester une semaine avec moi dans ce château qui s'appelle le château du capitaine d'Anjou, je crois, si je me souviens bien. Et là,
dans la semaine, il y avait eu un gros repas de fait pour les hauts gradés. Et c'est là où la première fois que j'ai bu du champagne, c'était du Dom Pérignon, je m'en rappelais toute ma vie. Et les premiers vins que j'ai bu, c'était Pommard et des Bourgognes, Nuit Saint-Georges, etc., etc. J'ai vu vraiment la tradition de la cuisine française dans l'excellence. Et je pense que là, j'ai eu le déclic et je voulais en faire mon métier. Mais je voulais en faire mon métier, pas pour dire que j'ai trouvé un travail. Je voulais taper dans l'excellence tout le temps. Il faut toujours s'adapter à un lieu. On fait une cuisine différente dans une capitale ou dans des régions différentes. Nous avons aujourd'hui en France l'énorme chance, et je ne sais pas si on s'en rend compte tout le temps, d'avoir un terroir extraordinaire. Tu ne mangeras pas pareil dans le sud-est que dans le sud-ouest, ou dans le centre, au nord-est, au nord-ouest. Et je suis en Provence, je fais une cuisine très méditerranéenne, très provençale, des produits, des alpides, basés sur les légumes principalement, du poisson de Méditerranée. Monsieur Boisvive, Madame Boisvive, Monsieur Chariel m'ont proposé il y a 5 ans en arrière de prendre la restauration du Strato. J'ai fait une coupure dans ma tête, j'ai dit il faut que je m'adapte à la Savoie. Voilà. Après c'est des recherches, c'est des envies, c'est qu'est-ce qu'on peut faire. Garder une petite touche peut-être de là où je viens, c'est-à-dire la Provence, mais principalement rester sur la base du terroir savoyard. Ma base à moi, c'est le produit de saison. C'est pour ça que je change souvent la carte. J'ai 2-3 plats qui restent à l'année pour les clients habitués, pour les guides, etc. Mais j'essaie de changer la carte le plus souvent possible. Et en fait, non seulement parfois c'est mes envies personnelles de changer, mais il y a aussi les envies de mon équipe. Parce qu'une fois qu'ils maîtrisent trop bien un plat, il faut que je le change parce qu'après ils baissent de garde. Donc ça permet de se remettre en question au quotidien. Et surtout de travailler les meilleurs produits au meilleur moment. Je l'ai dans l'idée, dans la tête quelque part, de revaloriser un peu cette culture gastronomique indienne, pakistanaise, asiatique et tout. Je l'ai, j'adore. Mais je ne sais pas si actuellement en France on est assez ouvert à ces genres de mélanges. Parce que le problème, c'est que, j'allais dire, si un chef français travaille avec des épices, on va dire que c'est quelqu'un qui réinvente des saveurs, qui réinvente... Moi, avec mes origines étrangères, j'ai peur qu'on fasse l'amalgame en disant, hop, il va changer son restaurant, un restaurant indien, pakistanais. Et la limite, elle est vachement... elle est très serrée. Donc il ne faut pas que je la franchisse. Patrick Chevalot, c'est l'une des belles institutions ici à Val d'Isère. Il est meilleur ouvrier de France. Il nous parle évidemment de la gastronomie, mais surtout de la montagne. All set? Let's go. J'ai beaucoup de reconnaissance par rapport à mes parents, c'est clair. Et pour moi, ils sont toujours là, ils sont toujours dans ces murs-là, parce que c'est des métiers, c'est pour ça qu'on appelle ça des maisons. C'est maison Chevalot, et ça veut bien dire c'est la maison, c'est la famille. L'ADN, elle est ici, et pour moi, c'est très important. Et si demain, il devait y avoir une 3e génération, j'espère qu'ils seront toujours dans la même ADN. En tous les cas, le discours est toujours dans ce sens-là. C'est toujours difficile de prendre derrière ses parents. Moi, j'ai voulu développer la pâtisserie, parce que mon papa était plus boulanger, bien sûr, et moi, je suis parti sur la pâtisserie. Je savais que ça ne serait pas facile, mais bon, voilà. Et comme, justement, eux avaient fait le plus dur, c'est-à-dire qu'ils avaient fait les fondations, il fallait que je fasse quelque chose. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de faire tous ces concours. J'ai dit, bah, il faut que j'amène autre chose, donc c'est pour ça que j'ai fait les concours et que je suis devenu meilleur ouvrier de France. Quand on m'a remis le titre, c'est un mof qui me l'a remis, il m'a dit bah, c'est maintenant que ça va se compliquer. Et effectivement, parce qu'il y a un regard de l'extérieur qui est très difficile. Les gens viennent avec une idée de bien manger, d'avoir un bon produit et ils sont très critri.
Donc c'est vrai que c'est un challenge qui est difficile, mais c'est une belle récompense, donc c'est super. Allez, c'est une tradition dans votre émission Culture T, la rubrique Beaux livres, évidemment sur la montagne et sur plein d'autres choses. C'est parti. Eh bien non. Grenoblissime aux éditions Glénat est un livre pour les amoureux de la montagne. Au-dessus de Grenoble, des vallées, des pics, des paysages sublimes, des montagnes, signé du collectif Divertissime qui réunit le travail commun de 6 photographes. Ce livre est un souffle de plaisir pour ceux qui font de la montagne un morceau de leur vie. Hieronymus van Aken, alias Jérôme Bosch, ce peintre génialement fou du XVe siècle est brillamment mis à l'honneur par les éditions Taschen pour le 500e anniversaire de sa disparition. Vous découvrirez l'intégralité de l'œuvre de cet artiste visionnaire dont les créations n'ont jamais été autant d'actualité. Des êtres hybrides, des scènes grotesques, des animaux fantastiques, le bestiaire de Bosch est sans limite et sa mise en scène est d'une richesse incomparable. Si vous aimez les œuvres de Maître Bosch, vous serez comblé par ce livre, hommage brillant à ce grand peintre de la Renaissance. Toujours chez Taschen, 100 illustrateurs signés Steven Heller est une sorte de grand rendez-vous autour de l'illustration. Ils sont donc 100 artistes du monde entier pour un cliché instantané de ce qui se fait de mieux dans l'illustration contemporaine. Une diversité enthousiasmante agrémentée de portraits de chaque artiste, de leur carrière et de citations sur leur travail. Le Larousse du pain est un ouvrage que les gourmands ne pourront éviter. Éric Kayser, l'un des maîtres du bon pain dans le monde, nous livre 80 recettes pour redécouvrir le pain. Choix des farines, pétrissage, façonnage, cuisson, tout est simple comme du bon pain, mais il faut la recette. Un livre qui titille les papilles et garantit 0 calories, en tout cas, à sa lecture. C'est la fin de votre émission Culture T, ici en Savoie. Une fin d'émission tout en mouvement, en glisse, mais contrôlée. Hein. On est au Val d'Isère Ice Driving avec BMW. C'est une expérience à part pour profiter de la neige, de la glace. Je ne vous conseille pas de le faire, il faut vraiment être des professionnels. C'est donc la fin de cette émission. Je remercie tous ceux qui nous ont aidés à la tournée. Toutes les infos, vous le savez, c'est sur Facebook, Twitter, les réseaux sociaux. Et tous les jeudis matins, ma chronique coup de cœur bande dessinée dans le métro, le vendredi dans Télé Loisirs. Voilà, à bientôt pour d'autres aventures dans Culture T. Ciao. The spider goddess and needle boy, the slave dwarfs that they employ, I give to you. A custard-colored super dream of Ollie McGraw and Steve McQueen, I give to you.